Connaissance, recherche, sciences, dessin, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, nature. Aujourd'hui, je voudrais finir quelques observations sur ces questions de principe de comparaison pour des systèmes de type Minfield-Gibbs en regardant un cas de jeu à son moyen, en regardant un cas qui est à la fois un peu différent, mais également d'une certaine manière plus simple, à savoir des problèmes stationnaires. Donc, principe de comparaison, et je trouve que c'est aussi un... C'est pas uniquement pour ce que je sais faire que je vais vous raconter ça, c'est aussi pour les questions qui apparaissent de manière très très simple et épurée dans le cas des problèmes stationnaires. Alors, des problèmes stationnaires, il y en a toutes sortes. Je vais prendre celui qui est le plus proche de problèmes aux valeurs propres. Et donc, c'est fortement lié au fait que je travaille dans une boîte périodique. Ce serait la même chose avec des conditions limites de type Neumann ou des conditions à l'infini si on était dans l'espace tout entier qui correspondraient à des phénomènes de récurrence. Mais je ne veux pas trop rentrer là-dessus. Alors, donc, en ce qui concerne dans le cadre périodique, on est dans une situation où on va toujours, parce que j'ai fait mon changement de temps favori, on a un h ici de x et de gradient u, même si de manière très systématique, je mettrai le x. On va avoir ici un plus lambda, on va avoir ici un f de x et de m, par exemple. Il n'y a plus de variables temporelles, ce sont des problèmes stationnaires, x est dans le cube de périodicité. On cherche un u qui est périodique et on cherche un u qui est de moyenne nulle, parce qu'en fait, u est défini à une constante près. Donc, dire que u, ce que je note entre, comme ceci, c'est la moyenne sur q. Alors, supposé être le cube unité après changement d'échelle éventuel. Parce que tout simplement, u, qui est une sorte que vous pouvez imaginer comme étant un potentiel, c'est vraiment une fonction valeur, et définie à une constante près. Lambda, là-dedans, est une inconnue, est un réel, et représente en fait le coût ergodique, c'est-à-dire le coût moyen par unité de temps sur un horizon très long, le coût moyen par unité de temps sur un horizon très long pour un joueur générique, compte tenu de la densité des joueurs. Alors donc la densité des joueurs, c'est m. Évidemment, m est positif ou nul. U est une fonction à moyenne nulle inconnue. Lambda est un réel qui remplace, je dirais, le fait que U soit, qui correspond au fait que U soit défini à une constante près. Et m est, comme d'habitude, une proba. Et l'équation pour m est moins laplacien. M moins divergence de dH sur dP, étant entendu que chaque fois que je dérive par rapport à P, comme toujours dans ce cours, cela veut dire que c'est par rapport au groupe de variables dans lesquelles j'insère gradient U. Bien. Alors, les principes de comparaison dont je vous ai parlé jusqu'à présent, comment se présentaient-ils lorsqu'on savait le démontrer, ou quelle était la question que l'on se posait en tout cas, c'était de dire est-ce que U croît lorsque un certain nombre de conditions que l'on met, de données que l'on a, croissent. Et typiquement, celles où on avait un petit espoir, on a eu un certain nombre de cas où ça marchait, c'était la condition, disons, initiale, avec le sens du temps que j'ai choisi, condition initiale sur U, si elle croît, est-ce que ça entraîne que U croît à M fixe, à M, à condition finale sur M donnée. Bien. Donc ça, on avait vu des cas où ça marchait, et puis des cas où ça semblait être douteux.
Alors là, évidemment, et on avait également vu que la monotonie par rapport à une croissance des données comme les préférences, la fonction de x qui est là, donc imaginez que vous preniez f de x et de m, qui est simplement un f de m plus un g, plus un g de m, eh bien, un f de x, pardon, ou un grand f de x plus un petit f de m, pour avoir des notations un peu plus standards. Et si simplement je remplace grand f par une fonction qui est plus grande, est-ce que oui ou non, u s'accroît? Comme c'est le cas lorsqu'il n'y a pas de couplage avec une mesure. Alors ça, on avait vu, comprenons-nous bien, on avait vu que ça ne marchait pas pour les problèmes dépendants du temps. Donc, la seule question de comparaison que l'on peut se poser sur les problèmes stationnaires, c'est une question dont on sait que sur les problèmes dépendants du temps, ça ne marche pas. Et pourtant, dans les cas stationnaires, on va voir que dans certains cas, ça marche. Donc, ça, c'est pour rajouter encore un peu plus de questionnement sur cette problématique. Alors, le rapport entre tel problème stationnaire, comme il y a du U, comme il y a du lambda, etc., avec des problèmes d'évolution, donc je fais une remarque formelle, et dans les cas où f est monotone, ceci peut se justifier. Donc, dans les bons cas, du point de vue de l'existence et de l'unicité des solutions du problème, étant entendu que, comme toujours, h est une fonction bien régulière de x et de p, et que h est convexe, voire même plus, en p, comme d'habitude. Bien. Alors, sur les problèmes stationnaires, toujours avec des hypothèses de régularité, ce sont des choses qu'on avait vues il y a déjà pas mal de temps, en supposant que donc h est convexe en P et que f est croissante en M. Donc, modulo, et je mets des guillemets parce qu'il faut préciser ces hypothèses, mais c'est le cadre, disons, naturel pour que tout marche bien, eh bien, dans ce cadre-là, on sait qu'il existe un unique triplet solution, à savoir lambda UM. Bien. Alors, donc, typiquement, ce sont les mêmes hypothèses qui assurent l'unicité dans le cadre stationnaire que dans le cadre d'évolution. Quel est le rapport entre un problème posé sur un horizon fini et un tel problème stationnaire? Donc, je vous le dis rapidement. Et ceci peut se justifier si besoin est, je reviendrai dessus, mais ce n'est pas ma priorité cette année. Donc, prenons cette équation avec U en t égale 0 égale U0. dm sur dt plus nu laplacien m plus divergence de dh sur dp de x gradient um égale 0 avec m en t égale grand T égale m1 qui est quelque chose de positif, qui est une donnée positive. Bien. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on a un problème qui est posé ainsi sur 0 grand T, et que la question qu'on se pose, si on fait tendre T vers l'infini, il faut la poser de telle manière que c'est une chance d'être correcte. En effet, lorsqu'on a des problèmes d'évolution et qu'on se dit, oublions la question du lambda, de la moyenne, c'est du second ordre, même s'il va falloir se poser la question précisément. Mais si on pense à un problème d'évolution, on se dit que lorsqu'on est loin de la condition initiale, lorsque le temps augmente, eh bien, dans certains cas, on s'attend à ce qu'un système dynamique converge vers un état stationnaire, s'il est stable, s'il est unique, etc. Donc on aura envie de dire, si on ne pense qu'à cette équation, se poser la question, que se passe-t-il pour les U de t lorsque t tend vers l'infini? Quand grand T tend vers l'infini et petit t tend vers l'infini. Puisque vous comprenez bien qu'on va avoir des fonctions qui sont paramétrées par grand T et des fonctions de t. Et une fonction aussi d'ailleurs
Et donc, la question, c'est de faire tendre t vers l'infini, bien sûr, et il va falloir faire tendre aussi t vers l'infini. Parce que si je fais tendre grand t vers l'infini et que je laisse petit t à 0, ben je suis à u0 et je ne suis certainement pas sur la solution stationnaire. Alors, si les faire tendre n'importe comment, est-ce que ça a une chance de marcher? La réponse est non, parce qu'on a une structure qui est backward et forward. Et effectivement, m à l'instant grand t, il vaut m1, donc il ne peut pas, pour la même façon que pour petit t égal à 0, ça ne peut pas converger, mais là non plus, ça ne peut pas converger. Donc, d'une certaine manière, il faut qu'on se mette quelque part comme ça. D'accord? Et en fait, le type de résultat que l'on peut obtenir, et en rajoutant un peu de strict, il y a même un taux exponentiel de convergence, c'est que si on se donne un delta positif, ça va être la proportion qui est ici, hein, entre guillemets. Donc ici, ce qu'on aura, sera ici 1 moins delta t. Donc si on fixe, on fixe delta strictement positif, et qu'on prend des petits t qui sont compris entre delta grand T et 1 moins delta grand T, c'est-à-dire qu'on élimine deux petites couches limites en 0 et en grand T. Et si on fait tendre maintenant grand T vers l'infini, alors il est bien vrai que U grand T de petit t converge, que M grand T de petit t converge vers M qui est la solution stationnaire du problème là-bas, et il est également vrai que U grand T de petit t moins sa moyenne qui est quelque chose qui bouge au cours du temps, converge vers le U qui est là-bas, et enfin que U grand T alors dans ce cas-là, oui, ça on le sait, je devrais dire que tout ça c'est pour nu strictement positif. Hein. Attendez que là, les résultats dont je parle sont vrais aussi. Pour nu égal à 0, je sais un peu moins bien ce qui se passe, mais il y a des petits problèmes techniques. Alors, donc là on sait tout. Oui. Donc on sait que ça, que U grand T, si je retranche, je vais faire simple, on a plus d'informations que ceci, mais si je prends U grand T de petit t divisé par T, la moyenne, ceci converge vers lambda. Voilà. En fait, on sait même avoir un équivalent de ceci. C'est-à-dire que ça se comporte comme lambda t et des termes d'ordre inférieur. Bon. Alors, vous comprenez bien, cet aspect-là, c'est un aspect purement de coût ergodique. Parce qu'effectivement, dans des problèmes comme ceci, on est en train, quand on fait tendre l'horizon du problème vers l'infini et qu'il n'y a pas de coût d'actualisation, eh bien, si on paye quelque chose par unité de temps et si l'horizon de temps est infini, eh bien, le coût que l'on aurait à payer sur l'intervalle infini, il est infini. Donc la seule chose, si on veut une quantité finie, donc c'est normal que le coût, d'une certaine manière, le coût moyen, là c'est la moyenne des coûts, il tend vers l'infini, parce qu'il se comporte comme lambda t, en général lambda est non nul et t tend vers l'infini. En revanche, donc, la bonne question, c'est de se dire quel est le coût moyen par unité de temps. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est d'ailleurs, ou c'est pour ça qu'on parle d'ergodicité, qui oublie la condition initiale. Parce qu'il s'est passé tellement de temps, on a tellement touillé le système, que d'où on est parti, ça n'a plus aucune espèce d'importance. Et c'est effectivement ce qui se passe ici. Ça, c'est un reflet surtout de la structure du problème de contrôle stochastique. Bien, c'est effectivement ce qui est en train de se passer. Le coût par unité de temps, donc moyen, divisé donc par le temps, tend vers lambda. On pourrait d'ailleurs dire, si vous voulez vraiment le coût par unité de temps, on pourrait regarder DUT sur DT, c'est aussi vrai. Je pourrais le rajouter ici, c'est que DUT sur DT
tend vers lambda. Donc ça correspond bien plus au coût unitaire en temps temporel qui tend vers le lambda. Et ça, c'est une manière de dire que le U représente, outre ce coût unitaire, le coût marginal. Ce sont des choses qui sont classiques en contrôle stochastique ergodique. Donc ça, on a une structure qui est naturelle. Ce que l'on récupère ici, c'est une structure qui est naturelle, y compris ce que j'ai mis entre parenthèses pour le contrôle stochastique. Évidemment, là, on a un problème qui est plus compliqué puisqu'il y a un couplage avec une densité. Ça se passe bien aussi. Mais la principale différence, c'est ce que j'expliquais, ce qui est quand même très naturel, puisque comme on fixe une partie des conditions ici et une partie des conditions là, on ne peut pas avoir convergence pour des petits t qui sont près de grand T. Alors, on peut se poser des questions un peu différentes, c'est-à-dire on peut se dire que pour U, la convergence est vraie jusqu'en grand T. Et on peut se dire que pour M, la convergence est vraie jusqu'en 0. Alors ça, il y a des petites extensions comme ça, mais ça devient très technique et fondamentalement, c'est ça la bonne représentation. Qui plus est, dans un cadre comme ceci, dans un cadre avec des bonnes hypothèses de régularité, de stricte convexité et patati et patata, on a, donc ce que j'ai mis dans les guillemets fondamentalement, la convergence qui est ici est en fait exponentiellement rapide. Bien, alors ça c'est pour bien comprendre le point. Et la raison pour laquelle je veux montrer ceci, c'est que la moralité de l'affaire, c'est que U grand T de petit t, il se comporte comment? Il se comporte comme lambda fois T, hein, essentiellement plus U. Et en fait, ça se démontre, un truc comme ça. Et donc, la question de la monotonie que l'on va se poser, peut-être d'ailleurs tout à l'heure je l'ai mal exprimé, c'est de dire si je prends un f1 de x et de z, si je regarde cette fonction, qui est donc à la fois une fonction de x et d'une variable positive, et que j'en prends une deuxième, je précise bien la question de la comparaison. Quel type de comparaison puis-je demander? La comparaison que je demandais sur les problèmes d'évolution, à laquelle je m'intéressais sur les problèmes d'évolution, c'était de regarder les solutions U correspondantes, U1, U2, et de savoir si U1 est plus petit que U2. Bien. Ici, ça serait absurde de poser cette question au niveau des U, puisque les U sont en moyenne nulle. Donc la seule question que l'on peut se poser, c'est évidemment de dire si le coût, ce qu'on a à payer, d'une certaine manière c'est F1 et F2, si ce qu'on a à payer augmente, ben peut-être que le coût unitaire moyen, pour un jeu à champ moyen, coût unitaire par unité de temps, croît. Donc la seule question que l'on peut se poser, c'est est-ce que lambda 1 est plus petit que lambda 2 ? Déjà, c'est la seule question raisonnable. Ensuite, même si elle est raisonnable, elle paraît a priori désespérée. Pourquoi? Parce que, imaginez que lambda 1 soit effet. En général, dès que vous aurez si vous savez démontrer des inégalités larges, vous allez démontrer des inégalités strictes. Et dès que vous avez une inégalité stricte, ben, ça veut dire que pour t grand, le U, il est borné, de toute façon, que ce soit un U1 ou un U2, donc un lambda 1t, il va être plus petit que lambda 2t. Donc si ça c'est vrai, ça veut dire que la comparaison est OK pour U1 et U2 pour grand T grand et petit t grand, et toujours avec cette idée que le T n'est pas trop près de... Et si c'est le contraire. Et si on sait d'ailleurs aller jusqu'à grand T, ça sera vraiment pour tous les t petits t grands. C'est le seul intérêt de l'extension technique qui est vrai, mais qui n'est pas mon souci.
Or, ce que l'on sait, c'est que la comparaison pour E1, U2, quand j'accrois les F1 et les F2, elle est en général pas vraie. Elle est en général pas vraie, mais elle peut devenir, si on a un résultat positif, elle devient vraie en temps long. C'est bizarre comme truc. Et donc, la remarque que je veux faire, la deuxième remarque que je veux faire, c'est que lorsqu'on démontrera de tels résultats, et on va voir plusieurs situations où on démontre de tels résultats, cela entraîne qu'une comparaison qui n'est en général pas vraie en horizon infini, si l'horizon est très long, devient vraie au bout d'un certain temps. Là encore, des phénomènes d'un type complètement nouveau dans la zoologie des systèmes de type équation dérivée partielle. Donc, il y a des phénomènes qui, effectivement, se produisent. Alors, de la même façon que ce que j'avais fait, dans les problèmes d'évolution, on va commencer par les deux situations où on va pouvoir dire quelque chose. La première situation, ça va être un cadre déterministe. Deuxième situation, ça va être le cadre où l'hamiltonien est quadratique. C'était les deux cas que l'on savait traiter. Et là encore, dans ces deux cas, on va voir effectivement que la comparaison est vraie. Donc ça paraît être le même résultat que pour un horizon fini, mais modulo cette remarque, vous voyez que ce n'est pas le même résultat. Puisque là, il s'agit maintenant d'une comparaison plus forte dans laquelle je peux accroître F1 et F2 et pas simplement les données. Alors donc, ça entraîne même quelque chose sur les problèmes d'horizon très long. Ça veut peut-être dire qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir sur ces histoires de principes à comparaison dans le cadre à horizon fini. Et que j'ai peut-être pas formulé les bonnes questions. Et que peut-être les difficultés auxquelles je suis confronté proviennent simplement du fait que ce n'est pas la bonne question qu'on se pose. À suivre. Alors donc, au-delà du baratin, et après avoir bien indiqué pourquoi les résultats que je cherche sur ces problèmes stationnaires ne sont pas innocents, même sur les problèmes d'évolution, au vu de cette longue double remarque, ou remarque double, je voudrais maintenant effectivement passer aux résultats de comparaison, et pour commencer dans le cadre déterministe. Alors je vais faire très simple. On peut faire plus général que ça. C'est beaucoup plus vrai encore que ce que je vais vous raconter. Je vais le faire dans un cas particulier parce que comme ça, on a des solutions explicites dans ce cas-là. C'est beaucoup plus simple. Alors donc, première partie, le cas nu égale à 0. Et je vais tout traiter dans un cas particulier. Qui est le cas où h de x et de p est supérieur ou égal à h de x et de 0, quel que soit p. En d'autres termes, vous avez un hamiltonien convexe qui atteint son minimum en 0. Bon, c'est parfois le cas, ce n'est pas toujours le cas. Alors, le seul intérêt de faire ça, c'est qu'il se trouve que dans ce cas-là, la solution lambda UM, toujours en supposant que f est strictement croissante, est déterminée de manière très simple par... je vais écrire une équation explicite pour M. Eh bien, M va être... Donc vous prenez la fonction f-1 de x et de lambda. Alors il va bien falloir expliquer ce que j'entends par là. Donc m égale f-1 de x et de lambda, partie positive. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, pour qu'on comprenne bien, ça, c'est f est une fonction
f de x et de t, ou de z, z donne f de x et de z, est une fonction strictement croissante. Donc je peux l'inverser. Et donc, excusez-moi, je vais changer de notation, je vais appeler ça g. Et son inverse, je note g son inverse. Donc j'inverse à x fixé la fonction de z. Donc qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que dans la première équation, le fait qu'il y ait du u, on ne le voit pratiquement pas, ça se traduit uniquement par le fait que f de x et de m est égal à lambda, là où f de x et de m, là où m est strictement positif. Alors ça, c'est une condition qui, en général, vous voyez qu'il y a des hypothèses pour que ça marche, c'est une condition qui caractérise à la fois m et lambda, parce que lambda est déterminé de façon à ce que l'intégrale de m est égale à 1. Alors, déjà, essayons de bien comprendre ce que ça veut dire, ça, cette solution explicite. La fonction f étant strictement croissante, g est également strictement croissante, donc g de x et de lambda est strictement croissante. Et donc, ça veut dire que si j'écris m de x et de lambda égale la partie positive de g de x et de lambda plus, ça c'est une fonction croissante, strictement, enfin, essentiellement strictement. Modulo le fait que la fonction peut être identiquement nulle si g de x et de lambda est trop négatif ou nul. Mais ça, on s'en moque parce qu'on sera au voisinage de là où intégrale de m est égale à 1, donc on ne sera pas en train de manipuler une fonction g qui est partout négative ou nulle. Si on part, donc typiquement, comment ceci fonctionne, comment lambda est-il caractérisé? C'est simplement pour lambda très négatif d'être sûr que l'intégrale. Donc les hypothèses qu'il faut, c'est être sûr que lorsque lambda tend vers moins l'infini, la lim sup, quand lambda tend vers moins l'infini de l'intégrale de g de x et de lambda plus, cette lim sup est plus petite que 1, et quand lambda tend vers plus infini, cette lim inf, la lim inf quand lambda tend vers plus infini, de g de x et de lambda plus est strictement plus grand que 1. Ensuite, g étant une fonction strictement croissante, si ça coupe, ça coupera à un seul endroit. Alors, le fait que g soit strictement croissante n'entraîne pas que l'intégrale de g plus soit strictement croissante, mais de fait, ça sera strictement croissant là où on passera par 1. Donc, pensée strictement croissant. Et c'est ça qui entraîne qu'il existe une unique solution. Alors, un petit exemple qu'on voit de quoi il s'agit. Prenez un f de x et de z qui est égal à une puissance z à la puissance, je ne sais pas, moi, a. A étant positif, c'est une fonction croissante, plus un grand f de x. Donc, quelle est la formule que je suis en train de manipuler, qu'on voit à quoi ça représente? Je suis en train de regarder m égale lambda moins f plus à la puissance 1 sur a. Et je peux évidemment commuter le 1 sur a et la partie positive. Alors, est-ce que maintenant les hypothèses qui sont là sont bien vérifiées?
Bah oui, de manière triviale, quand lambda tend vers moins l'infini, m tend vers 0, uniformément, parce que f est borné. Donc dès que lambda est en dessous de la norme à l'infini, de moins à la norme à l'infini de f, bah, de ce qui est dans le plus, ça vaut 0. Donc c'est même identiquement nul pour un lambda très négatif. Et quand lambda tend vers plus infini, ça tend vers plus infini, comme lambda à la puissance 1 sur a. Donc on va de moins l'infini à plus infini, le plus souvent. Et donc on passe par 1. Si on passe par 1, on y passe d'ailleurs, et on voit que c'est une fonction qui est strictement croissante de lambda, et donc on y passe une seule fois. Donc ça, en fait, de manière implicite, ça caractérise à la fois lambda et m. Alors on peut se dire, oui, mais quid des autres équations? Donc voilà, vous voyez le mécanisme, la manière dont ça marche. Donc, les autres équations, que sont-elles? C'est h de x et de gradient u qui est égal à f de x et de m moins lambda. D'accord? Alors, regardons un tout petit peu à quoi ça ressemble. Est-ce qu'on peut dire ce que ça fait, ça? D'abord, quand m est strictement positif, m est égal à g de x et de lambda. C'est-à-dire que f de x et de m moins lambda, il vaut 0 si m est strictement positif. Et si m vaut 0, bien ça fait... si m vaut 0, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est dans un endroit où g de x et de lambda est a priori négatif ou nul, m est égal à 0. Et donc, si je ne m'abuse, on doit être en train de regarder f de x et de m moins lambda plus, je crois, quelque chose comme ceci, dans le cas général. Et en fait, peu importe, parce que je n'ai même pas besoin de savoir ce que ça fait. On aura certainement quelque chose qui sera positif ici. Et on est dans une situation où g de x et de lambda est négatif ou nul, ce qui entraîne que lambda est bien inférieur à f de x et de 0. On est dans cette zone-là. Et la deuxième équation, quelle est-elle? Eh bien, elle est simplement de dire divergence de hp de x et gradient um est égal à 0. Donc, de manière un peu formelle, qu'est-ce qui se passe? En fait, ce qui se passe, c'est que si on a que h de x et de p est supérieur à h de x et de 0, c'est qu'on a un minimum en 0, on a une fonction convexe. Donc, c'est un minimum en 0, et même si ce n'était pas convexe, on saurait tout de suite que la dérivée de h par rapport à p en x et en 0 vaut 0. Et donc, en fait, la manière dont on construit le u, c'est de prendre u égale constante là où m est strictement positif et de résoudre ensuite l'équation de Hamilton-Jacobi avec cette condition aux limites. X de gradient u égale f de x et de 0 moins lambda qui est positif ou nul, et même il ne peut pas être partout identiquement égal à 0. Bon. Toujours à cause des questions de stricte croissance et d'unicité. U périodique, une moyenne nulle, et ça on peut résoudre ceci. Donc la constante est inconnue, mais parce qu'il y a la moyenne est nulle. Bon, alors ça, c'est une équation qui se résout sans trop de problèmes. Et donc, effectivement, on aboutit à ce moment-là à une solution et on a l'unicité. Alors, la manière dont ça marche, c'est que vous voyez que là où m est égal à 0, là où m est strictement positif,
eh bien, U est égal à constante, ce qui veut dire que gradient U est égal à 0, ce qui veut dire que dH sur dP de x et de gradient U vaut 0. Et en revanche, là où M est nul, M vaut 0, et donc dans les deux cas de figure, ce produit vaut 0. Voilà pourquoi, entre guillemets, de manière un peu formelle, la divergence est nulle. Alors ça, c'est vraiment ça peut se démontrer, hein, notamment en faisant tendre nu vers 0, qu'on est automatiquement, on va vers cet équilibre-là, mais on peut vérifier, justifier le fait que ceci est le bon équilibre, qui typiquement a une régularité un peu plus limitée, mais ça, je ne veux pas trop rentrer là-dessus. Bien. Donc, la formule qui est ici pour trouver le M, et en fait trouver le lambda, puisque le problème de la monotonie que je me pose, c'est un problème en lambda. Donc, c'est réellement le lambda qui m'intéresse. Et le lambda qui est déterminé de manière implicite par cette relation. Bon, mais maintenant, il y a une proposition totalement élémentaire qui consiste à observer. Donc, supposez que vous ayez deux fonctions f1 de x et de z, f1 étant partout inférieur ou égal à f2 de x et de z, quel que soit x, quel que soit z, soit lambda 1, lambda 2, les solutions correspondantes. Alors, ça, c'est un abus de langage. C'est soit lambda 1, U1, M1, lambda 2, U2, M2, les solutions des systèmes correspondants. Alors, lambda 1 est plus petit que lambda 2. Et effectivement, si F1 est strictement plus petite suffisamment partout, ça se voit sur les formules où il faut que ça marche, alors lambda 1 est strictement plus petit que le lambda 2, ce qui était confère la double remarque que je faisais auparavant. Ben, ça, c'est totalement élémentaire, on le voit sur la formule qui est ici. Maintenant que j'efface ça, on a le lambda qui est défini par ceci. En effet, si on a, j'espère ne pas dire de bêtises, si f1 de x et de z est partout inférieur ou égal à f2 de x et de z, donc ça va entraîner que la fonction g1 de x et de eta, normalement, est supérieur ou égal à G2 de x et de eta. OK? Je prends deux fonctions croissantes, une qui est plus petite partout que l'autre, les fonctions inverses, c'est le contraire. Et c'est normal, puisque si vous les composez, il faut qu'on trouve la même chose et à gauche et à droite. Donc il faut que ça compense, il faut que l'autre compense. Bien. Donc j'ai d'un côté M1 qui est égal à, et peut-être on va écrire ça, je crains toujours ce genre de démonstration où finalement la chose est beaucoup plus claire que la démonstration. C'est typiquement le genre de démonstration, somme toute assez évidente, ou mieux dire, c'est évident que, plutôt que de faire la démonstration. Parce que tout le monde était assez d'accord avec le résultat et le fait que ce soit vrai, et une fois qu'on a fait la démonstration, plus personne ne comprend rien, y compris celui qui a fait la démonstration. Donc je vous ai prévenu. Donc c'est vrai, voilà pourquoi lambda 1 est plus petit que lambda 2, c'est simplement une question de prendre deux fonctions monotones, une plus grande que l'autre, et de regarder où est-ce que ça coupe par 1. Faisons un dessin. Voilà. Comme ça, on comprendra même. Donc, si je prends l'intégrale de g de x, de g1 de x et de lambda plus
Et lambda 1, il est déterminé par le fait que cette fonction-là coupe. Donc ça, je l'appelle phi1 de lambda, et je fais ça pour i égale 1 et i égale 2. C'est une fonction croissante, et là où elle coupe 1, donc là il y a la valeur 1, et là où ça coupe 1, ça me donne mon lambda 1. Lorsque je trace phi1. D'accord? Maintenant, qu'ai-je dit précédemment? C'est que G1 est partout plus grande que G2. Ça veut donc bien dire que phi1 est partout plus grande, puisque j'intègre ce bazar-là, que phi2. Et donc, je trace maintenant, c'est bien ça. Où est-ce que j'ai... est-ce que c'est là que je me serais trompé? Bon. Alors, phi1 est partout. Non, mais là, je suis en train de démontrer que lambda 1 est plus grand que lambda 2. Je suis perdu. Non, c'est phi1 plus grande que phi2. Phi1, oui, pardon, c'est bon. Moi, les dessins, je n'ai jamais rien compris à un dessin. Donc, ça veut dire qu'on a une fonction qui fait quelque chose comme ça, qui va couper plus loin. Puisqu'elle est plus bas, elle va couper 1 plus loin. Et donc, ça veut bien dire que lambda 1 est plus petit que lambda 2. Bon. Alors, on voit ça et on se dit, ouais, OK. C'est vrai qu'il y a la monotonie, mais d'une certaine manière, le U, on ne le voit pas dans l'équation. Donc, on n'a pas un vrai système. Si on n'a pas un vrai système, on n'a qu'une seule équation, il y a peut-être de la monotonie. Et on a même la monotonie, alors qui n'était pas vraie dans le cas dépendant du temps. Bon, c'est un argument valable. Et maintenant, je vais regarder le deuxième cas, le cas d'un Hamiltonien quadratique, où cet argument il tombe. On ne peut pas le faire. On aura un autre phénomène, c'est que le U et le M sont très liés, et que c'est leur liaison qui entraîne le principe de comparaison. Ce qui est la question, ce qui est la remarque ce qu'on a déjà vu apparaître pour les problèmes d'évolution. Bon, ce qui prouve bien qu'il y a quelque chose qui se passe. Quoi exactement, ce n'est pas clair. Alors donc, regardons. Vous voyez ce premier cas, formule explicite, simple examen de monotonie qui conduit à la proposition de comparaison qui est ici. Donc je passe au deuxième cas, qui est le cas nu strictement positif, H quadratique. Quand je dis h quadratique, je suis en train de prendre réellement h égale 1/2 de P2, car de la même façon que pour les problèmes d'évolution, il s'agit de prendre pile un hamiltonien qui correspond au laplacien, c'est-à-dire avoir la norme de gradient U carré si on a le laplacien dans l'équation. Alors ensuite, le fait que ce soit 1/2 ou n'importe quelle constante fois P2, constante positive, ne change rien. Et sans restreindre à la généralité, je peux prendre nu égale 1, c'est juste un problème de dilatation de U et de X. Bien. Donc on est dans une situation, nu égale d'ailleurs 1/2, pardonnez-moi. Donc le système, réécrivons-le dans ce cas-là. Moins 1/2 de Laplacien U, plus 1/2 de gradient U carré, plus lambda, égale f de x et de m. Donc U qui est défini à une constante près, ça je vais le mettre un peu de côté, intégrale de m égale à 1, m positif évidemment. Et moins 1/2, c'est surtout sur celle-là que je vais me concentrer, moins 1/2 de Laplacien m, moins divergence de gradient um égale à 0.
Alors, à U fixé, de quoi s'agit-il? À U fixé, ce que vous avez là, c'est la mesure invariante pour un processus qui n'est rien d'autre qu'un brownien, plus un drift qui dérive d'un potentiel qui est U. Ça, c'est l'équation d'équilibre d'une mesure pour une certaine évolution stochastique. Bon, ben ça c'est bien connu. Cette distribution d'équilibre, elle est unique, bien entendu, à U fixé, elle est unique, et elle est donnée par divergence par un potentiel de Gibbs à la bonne température. La température est fixée parce qu'on a devant le Laplacien, et ça doit faire e puissance moins 2u divisé par l'intégrale de e puissance moins 2u. Alors, pourquoi c'est vrai? Vous réécrivez cette équation moins divergence de 1 demi de gradient m plus gradient u fois m. Et vous voyez en particulier que cette équation sera vérifiée si vous avez que 1 demi de gradient m sur m plus gradient u est égal à 0. En d'autres termes, que gradient de 1 demi de log m plus u est égal à 0. En d'autres termes, que m est égal à une constante que multiplie e puissance moins 2u. 1 demi de log m plus u est une constante, m est donc égal à e puissance moins 2u multiplié par une constante, et cette constante, quelle est-elle? Eh bien, elle est 1 sur l'intégrale de e puissance moins 2u, puisque m doit être de moyenne 1. Bien, donc, petit calcul élémentaire qui nous convainc qu'effectivement, la deuxième équation peut en fait être directement réécrite en termes d'une expression non linéaire et non locale de U. Bon. Alors, et on a une seule équation en U. Mais en fait, on va aussi modifier l'équation en U et faire la même transformation que celle que j'avais faite dans le cas quadratique. Je l'avais déjà un peu raconté ça dans le cas quadratique dépendant du temps, en expliquant que c'était pour ça que la seule raison que je pouvais invoquer pour factoriser. Et donc, il est assez naturel de poser que phi est égal à e puissance, je vais pas plutôt, pardonnez-moi, appeler psi égale e puissance moins u. Parce que comme U est défini à une constante additive près, par exemple, moyenne fixée par le fait, par exemple, que moyenne de U soit nulle, ça veut dire que psi est défini à une constante multiplicative près. Donc, gardons ça en tête et après on normalisera comme on voudra le psi. Eh bien, l'équation, je ne vais pas refaire le calcul, mais on récupérait que Laplacien psi est égal à f de x et de m moins lambda scala fois psi, c'est un calcul que j'avais fait. Et il y a un demi. Pourquoi? Parce que Laplacien psi me donnait exactement moins Laplacien u plus gradient u carré. C'était le choix de l'exponentielle, transformation classique de Kohl-Hopf, comme j'ai déjà indiqué. En d'autres termes, que voyons-nous? Nous voyons que moins 1 demi de Laplacien psi il ne faut pas que je me trompe quand même dans les signes là-dedans. Non, c'est bon. Moins 1 demi de Laplacien psi plus f de x et de m psi est égal à lambda psi. Psi est strictement positif. Et m là-dedans, qu'est-ce que c'est par rapport à psi? Bien, regardez. M, c'est psi 2 divisé par l'intégrale de psi 2. Bon, mais maintenant, si je choisis phi comme il faut, c'est-à-dire phi de sorte que une constante fois psi, de sorte que phi soit normalisé dans L2. En d'autres termes, je prends psi divisé par la norme L2 de psi.
bien, toute l'équation qui est ici se révèle. Vous voyez que comme c'est une équation aux valeurs propres en psi, avec un potentiel lambda est là à valeur propre, f est un certain potentiel, vous voyez que psi et phi satisfont la même équation. Donc la moralité, c'est que dans ce cas-là, l'équation de champ moyen, que je peux maintenant effacer, se révèle être complètement équivalente, modulo ces transformations très simples, à une seule équation, qui est de trouver moins 1,5 de Laplacien phi plus f de x. Je ne vais pas laisser m, donc pour l'instant, laissons ceci en chantier pour bien comprendre ce que l'on doit mettre dans le f. Un phi qui est, lui, bien entendu, strictement positif, qui est normalisé, l'intégrale de phi carré est égale à 1, de sorte que si intégrale de phi carré est égale à 1, vous voyez qu'en fait, m, c'est psi 2. M, c'est phi 2, pardon. Parce que phi carré, c'est psi 2 divisé par l'intégrale de psi 2. Et donc, ce que je dois simplement mettre à la place du m ici, c'est phi carré. Donc, toute l'équation, tout le système d'équations se réduit à ceci, avec ensuite m égale phi 2 et u égale moins 1,5 de log m plus une constante à ajuster pour que la moyenne soit nulle. Bon. Et là, ce qu'on a, c'est maintenant effectivement une question pour des équations elliptiques semi-linéaires, puisque j'ai pris une dépendance locale. Et on se pose la question de si j'augmente la fonction, est-ce que lambda augmente? Alors, la réponse, ça va être oui, mais ce n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît, parce que ce n'est pas... même si on connaît beaucoup de choses, c'est un cas d'unicité, on a un principe variationnel pour faire cela, eh bien, ce principe variationnel, il n'aide pas trop.